Nouvel entretien essentiel avec aujourd'hui Patrice Giberti. Patrice, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes un lanceur d'alerte, agrégé d'histoire, ancien professeur des universités, et vous avez dédié une grande partie de votre temps à l'analyse historique et géographique de tout ce qui s'est passé dans les 18 derniers mois. Et je suis très content de vous recevoir dans cette émission de manière à ce qu'on clôture la fin de l'année en donnant un peu la parole à tous ceux qui ont animé la réinformation, l'information ou l'information alternative. Et vous faites partie de ceux qui sont le plus suivis. Vos articles sont parfois lus 70 000 fois, ce qui est autant. Oui. Et ce qui m'intéressait, c'était de vous recevoir et que vous nous expliquiez un petit peu, d'abord, qu'est-ce qui vous a mené à ça, comment vous travaillez, comment vous faites, peut-être... C'est la curiosité et un peu la surprise. Lorsque la crise de la Covid est arrivée, moi j'ai écouté, comme beaucoup de citoyens, toute une série de médecins qui étaient parmi les plus réputés, je pense au professeur Raoult, je pense au professeur Perron et quelques autres, et qui à l'époque n'étaient pas encore censurés sur les ondes dites mainstream. Et ces professeurs, ces hommes de science, c'était d'abord des médecins. On les a très vite appelés rassuristes. On ne parlait pas encore, on ne les traitait pas de complotistes, mais rassuristes. Pourquoi ? Parce que leur souci premier était de soigner, et ils n'étaient pas particulièrement alarmés par cette maladie, car avec les traitements, ils soignaient, guérissaient, comme des milliers et des milliers de médecins de ville, à une époque, c'était en 2020, où le Conseil de l'Ordre n'était pas là pour fliquer. Alors, j'ai regardé cela, j'ai suivi, j'ai commencé par lire toute une série d'études scientifiques, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un monde entre ce que l'on nous racontait dans les médias, ce que l'on trouvait dans la littérature scientifique, et ce que vivaient les médecins et les malades. Je me dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en tant qu'historien, je n'ai pu, bien évidemment, que penser à des situations un petit peu analogues, où l'on a une espèce de dérive. Le grand historien Jean Delumeau parlait de théologie de la peur, où l'on a un monde dominant qui impose la peur. Une peur pas toujours justifiée, au nom du savoir, contre la prétendue croyance. Dans l'histoire, c'est assez fréquent. Delumeau pensait au XVe, XVIe siècle à ces spécialistes en démonologie. Moi, je vois très bien Deray et quelques autres en grand inquisiteur de la démonologie. C'était l'époque où l'on a créé la peur du diable et la peur des sorcières, au nom d'une théologie de la peur, XVe, XVIe siècle. Mais au nom de cette théologie, on a pourchassé les sorcières, on a, au nom de cette théologie, pourchassé des croyances. Et puis ensuite, on pourrait croire que le monde moderne, avec la science, avait renoncé à ce type de pratique. Pas du tout. On s'aperçoit que le délire scientiste peut être le même et qu'il y a eu, dans l'histoire, d'autres théologies de la peur. En particulier, après, je dirais à la fin du 19e, début du 20e, lorsque les premiers vaccins ont vu le jour, je dirais ce qu'on appellera la dérive hygiéniste, une espèce de dérive par rapport à Pasteur et à la révolution pastorienne, où on a un certain nombre de scientistes qui ont cru qu'on allait trouver un vaccin pour tous les virus en circulation. Alors ils ont essayé, même des figures mythiques, je pense à Robert Koch, qui a injecté de la tuberculine, un principe actif, comme notre Spike, là, à des tas de personnes qui en sont mortes. Je pense à toute une série d'expériences qui ont été fâcheuses, parce qu'on connaissait mal les virus, et parce que le vaccin, il faut bien le dire, même aujourd'hui, il n'y a pas autant de vaccins que de maladies. Et même pour certains, c'est impossible. On pense bien sûr au VIH, mais il faudrait penser, moi je sais pas là, au typhus par exemple. Il faudrait penser à des tas de maladies. Donc c'est bien d'avoir un background en histoire, on va dire, pour pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé. Mais avec quelle légitimité abordez-vous, on va dire, la lecture des études scientifiques ? Comment avez-vous travaillé ? Puisqu'en fait, aujourd'hui, j'ai cru compter plus de 300 articles sur votre blog, dont certaines sont des critiques d'études scientifiques. Comment quelqu'un... Alors, je sais que vous êtes retraité, vous avez du temps, mais j'imagine que vous avez des aides de médecins, de tiers de confiance. Oui, de toute façon, je ne suis pas médecin, je n'ai jamais prétendu l'être. Je respecte ceux qui savent. Ceci dit, dans notre époque,
on vit une sorte de révolution culturelle à la Mao, où, à partir d'un certain âge, tout médecin, y compris prix Nobel, qui ne dit pas ce qu'il faut dire, est considéré comme fou. C'est colossal le nombre de médecins retraités que les médias considèrent comme des complotistes et comme des fous. Donc tout ce qui dérive de la norme est considéré comme, on va dire, ascientifique. C'est un petit peu inquiétant, et c'est en cela qu'il y a une dérive qui rappelle d'autres époques. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis contenté de rester dans mon domaine de compétence au-delà des études scientifiques, c'est-à-dire de regarder, par exemple, des faits à travers la cartographie. J'ai fait beaucoup de cartes, j'ai étudié beaucoup de statistiques, et étudiant les statistiques, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme difficulté à suivre cette maladie à partir des statistiques officielles. Et là, je me suis rappelé de la Covid précédente, c'est-à-dire de celle de 1890. Une Covid qui a duré 2-3 ans et qui est devenue un rhume banal, comme celui-ci. On peut imaginer que dans quelques mois, ce sera un rhume tout à fait banal. C'est le sort de tous les virus qui mutent, sans vaccin, parce qu'on n'a jamais pu en trouver. Et regardant ce qui s'était passé pendant la Covid de 1890 et après, je me suis rappelé que pour trouver et prouver l'existence de cette Covid, il a fallu chercher des statistiques. Et ces statistiques, ce n'étaient pas les statistiques de l'Académie de médecine, c'était des statistiques de surmortalité. C'est-à-dire des statistiques que les historiens aiment bien, les statistiques officielles, ils s'en méfient, donc ils regardent ce qui n'est pas prévu pour. Et sorte de bouteille lancée à la mer pour les historiens de demain, je leur dirais, regardez surtout les statistiques qu'ils n'ont pas pu manipuler. Et ces statistiques, c'est des statistiques de surmortalité. Toute cause, les décès toute cause. Les décès toute cause. Regardez combien il y en a, est-ce qu'il y a une surmortalité, qui concerne-t-elle ? Et là, il y a des choses qui sont absolument sidérantes. C'est-à-dire un Covid de 2020 qui finalement n'a pas été une maladie particulièrement létale. Actuellement, en 2021, allez savoir pourquoi, des surmortalités qui vont frapper des catégories d'âge qui ne sont pas concernées par la Covid, mais qui correspondent exactement aux périodes de vaccination. Bon, j'en sais rien, c'est un travail pour les historiens de demain. Donc j'ai regardé ces statistiques-là, statistiques de surmortalité, et puis, c'est vrai, j'ai regardé un certain nombre de cartes. Et, je l'avoue, je n'ai pas pu trouver la moindre corrélation entre le taux de vaccination et la contamination. Et vous avez regardé ça en France, mais dans d'autres pays, j'imagine. Dans tous les pays, à partir d'une source que tout le monde connaît bien, qui est One World Data. Bon. D'accord. Donc là, on est vraiment en train de parler de corrélation, c'est-à-dire il n'y a pas de relation de diminution de la mortalité ou de diminution de nombre de cas. Alors, l'Union européenne a, vous en souvenez peut-être, il y a un mois, diffusé une publicité avec la carte de l'Europe à l'époque. Et on avait, à lui montrer, l'Europe de l'Ouest pratiquement pas touchée par la maladie, c'était au mois d'octobre, et l'Europe de l'Est touchée par la maladie, en disant, vous voyez, c'est la preuve que la vaccination est efficace, parce que l'Europe de l'Est n'est pas vaccinée. Le seul problème, c'est que le virus venait de l'Est. Et c'est une donnée géographique qui fait que l'Europe de l'Ouest avait un mois de retard. Et aujourd'hui, lorsqu'on prend la même carte, elle est inversée. C'est à l'Ouest qu'il y a le plus de cas. Bon, vous voyez qu'on peut faire de la manipulation sur les cartes, il faut être très prudent. Il ne faut comparer que ce qui est comparable. Et quand on compare ce qui est comparable, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai vu une carte de la Belgique, par exemple. Il se trouve que les régions les plus vaccinées, c'est la Flandre et un peu la Wallonie. Bruxelles n'est pas vaccinée. Où y a-t-il le moins de contamination ? À Bruxelles. Si on regarde même la carte de France, il y a des régions comme la Bretagne, comme le Sud-Ouest, qui sont vaccinées à 90%. C'est les régions qui sont les plus touchées. Je n'ai pas dit que les régions les plus vaccinées étaient les plus touchées. Il y a des régions très vaccinées qui ne sont pas touchées, des régions... Bon, il n'y a pas de corrélation. C'est différent, ce que je veux dire. Il n'y a pas de corrélation entre le taux de vaccination et le taux de contamination. Quand on regarde les statistiques, si le vaccin était vraiment efficace, on devrait de la même manière dire que les catégories d'âge les plus vaccinées sont celles pour lesquelles, lorsqu'on les teste, le taux d'incidence est le plus faible. Non, pas du tout. On s'aperçoit que les catégories les moins vaccinées, je pense notamment aux 0-19 ans, sont celles qui aujourd'hui ont un taux
d'incidence qui est le plus faible. Et la catégorie la plus vaccinée, c'est-à-dire les 70-79 ans, a un taux qui est un des plus élevés. C'est bizarre. Bon, si vous prenez maintenant les taux de mortalité... On va y revenir. Juste une question. Arrêtons-nous sur ce point-là et sur la notion des régions. Donc aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas de corrélation, mais quelque part, il y a un message qu'on a sur les médias mainstream, ce que vous appelez les télétoubis. Les télétoubis, oui. Les télétoubis qui vont parler, quelque part, ils donnent un message qui est différent du vôtre. Donc eux sont médecins, vous ne l'êtes pas. Que faudrait-il faire, d'après vous, pour essayer de réconcilier, on va dire, votre point de vue et leur point de vue? Qu'est-ce qui manque, d'après vous? Mais moi, je respecte les médecins, les vrais. Mon médecin, tous ceux qui ont des diplômes qui sont reconnus internationalement. Mais eux, ils ont des diplômes, ces gens-là. Peut-être. Il y avait aussi des diplômés en démonologie, au XVIe siècle. Ce que je sais, c'est que ils ne sont pas parmi les plus connus au monde. Ils ne sont pas parmi ceux qui ont le plus de notoriété. Bon, c'est bien que Gilbert de Rais est urologue, on sait bien qu'il y a d'autres... Mais je ne me situe pas sur ce plan-là. Je ne vais pas me parler, si vous voulez, de traitement. Enfin, je reste dans mon métier, qui est l'histoire, qui est aussi la géographie. J'ai l'habitude de regarder les cas, de regarder les statistiques, et lorsque la presse répète qu'il y a une corrélation, je dis non, prouvez-le. Le jour où on me prouvera qu'il y a une corrélation, j'accepterai. Mais vous regardez la planisphère, les régions les plus vaccinées sont aussi les plus touchées. Donc vous demandez à ce que des épidémiologistes viennent faire cette analyse et amènent une analyse plus objective que ce qui est fait sur les plateaux télé? Vous attendez quoi? Une publication dans une grande revue qui fasse... Il y en a eu. Je pense en particulier à une publication qui porte sur les États-Unis et qui montre qu'il n'y a aucune corrélation dans les comtés américains entre le taux de vaccination et le taux de contamination. Aucune corrélation. Je ne dis pas que les vaccins facilitent la contamination, mais je dis tout simplement qu'il n'y a aucune corrélation, ce qui me pose problème. Et plus intéressant, pour moi, c'est qu'il y a une corrélation qui existe. Mais c'est là on n'en parle pas. C'est la corrélation entre un taux de mortalité faible, des crises de durée courte et l'usage de traitements précoces. Et ça serait dans quel pays, par exemple? Alors, j'ai pris l'Afrique. Je ne vais pas comparer l'Afrique et l'Europe. Je compare l'Afrique et l'Afrique, moi. Et je compare, par exemple, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, qui bénéficie d'une certaine manière d'un traitement contre la cécité des rivières, qui est à base d'ivermectine. Et l'Afrique qui a la malchance d'échapper à la cécité des rivières et à ce traitement systématique d'ivermectine préventive. L'Afrique du Sud, par exemple, Botswana. Vous avez, dans l'Afrique, traité systématiquement à l'ivermectine, auquel on peut rajouter l'artémisinine, comme Madagascar. Parce qu'il y a en plus le palu. Et le palu, c'est la chloroquine, c'est l'artémisinine, c'est... Bon, cette Afrique-là, aucun cas. En tout cas, pas de décès. Alors, je veux bien qu'on me raconte ce qu'on veut. Je ne compare pas avec aujourd'hui, la population, elle est jeune, mais au Botswana aussi, il y a des jeunes. Et par contre, dans l'Afrique, qui n'a pas ces traitements, il y a des cas. Bon. Je peux comparer l'Inde. On me dit, l'Inde, oui, mais ils cachent les décès. Ils ont sous-évalué les décès. Soit, je suis allé prendre ces études qui critiquent en Inde la sous-évaluation des décès. Je les ai intégrés, je suis allé sur l'état civil indien. Et là, j'ai pu constater que dans deux États très proches, voisins, de taille à peu près semblable, le Kerala et le Karnataka, ils sont voisins. On estimait la sous-estimation, la sous-estimation est à peu près comparable. 3 cas réels pour un déclaré. Donc, même chose. Eh bien, toutes ces choses étant données, il y a un État qui s'appelle le Kerala, où l'ivermectine est interdite. C'est un gouvernement progressiste, comme on dit, local. Là, cet État, 5% de la population indienne, 60% des décès en Inde aujourd'hui. 60%. Alors que les États voisins, mais notamment celui du Karnataka, là, ils traitent l'ivermectine. J'ai les preuves, parce qu'on m'a dit, non, ils ne traitent pas. Il a fallu que je sorte les preuves. Et bien là, il n'y a pas de décès.
l'épidémie est terminée depuis 6 mois. Donc Mais je peux vous donner d'autres exemples. Par exemple, l'Amérique centrale, des États comme le Panama. Eh bien, ils soignent l'ivermectine, ils n'ont pas de cas. Les États voisins comme le Costa Rica, ils ne soignent pas l'ivermectine, ils ont des cas. Je peux vous donner le Venezuela. Ils soignent. Ben, il suffit de regarder la carte de la Société des rivières. Le Chiapas au Mexique. Rien. Et puis, plus intéressant, les Antilles. Les Antilles, Haïti et même à la Guadeloupe, ils avaient des habitudes de soigner. Donc, il y a là des preuves, d'une corrélation entre l'usage du traitement précoce dans des États ou des régions voisines, parce qu'on ne parle pas avec chez nous, et la faible mortalité. On pourrait même dire chez nous, par exemple, que le nord de l'Europe, je pense en particulier à l'Islande, à la Norvège, ils se gavent de vitamine D. Et la vitamine D protège mieux que le hamburger. Ça, c'est probable. Bon, et le Coca-Cola. Voilà, regardez. Bon, pour revenir un petit peu, donc en fait, vos corrélations ne sont pas, on va dire, reconnues par ces Télétubbies. Ils n'en parleront pas. N'en parlons pas. Pourquoi, d'après vous, n'en parlent-ils pas? Et pourquoi vous en parlez? Pourquoi les médecins viennent-ils vous aider à faire ça? Je ne sais pas, je crois que je ne suis pas complotiste. Hein. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Et je crois malgré tout qu'il y a des questions de ressources, hein, qu'on le veuille ou non. Je crois que les médicaments qui soignent sans doute ne rapportent pas suffisamment. Mais ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est la dérive scientiste. Cette dérive scientiste qui a amené un certain nombre de personnels politiques à être jusqu'au boutiste. Plus ils se trompent, plus ils insistent. On voit très bien que le pass sanitaire ne sert strictement à rien et que les contaminés sont vaccinés ou non vaccinés aujourd'hui. Pour les formes graves, au début je pensais que cela protégeait des formes graves, je ne trouve pas de corrélation par rapport au taux de mortalité. Je peux vous assurer, je ne trouve pas de corrélation. Mais je pense que beaucoup vont très loin, sans doute trop loin, en persistant dans leurs erreurs. Ce n'est pas la première fois, il faut bien le comprendre. C'est ce que j'appelais le délire hygiéniste. Avec, malheureusement, quand ils se trompent et qu'ils se trompent, une seule solution, c'est enfermer, c'est le retour à la quarantaine, et puis c'est surtout désigner des boucs émissaires. Alors ces boucs émissaires en France, ce sont les non-vaccinés, mais regardez bien. Je disais que dans les années 1900-1930, le bouc émissaire, source de toute contamination, c'était le polonais, c'était ce qu'on appelait l'Orient. Aujourd'hui, c'est l'Asie, c'est le chinois, et c'est l'Africain, c'est l'Antillais. Parce qu'ils ne se vaccinent pas, parce qu'ils ne se soignent pas comme il faut. Et petit à petit, cette dérive scientiste est en train de sentir très mauvais. Mais pourquoi sent-elle si mauvais? C'est une manière pour elle de cacher ses erreurs. Il faut bien trouver des responsables. Donc ce seront les non-vaccinés, et surtout les régions du monde où la vaccination n'a pas lieu comme il faut. Il faudrait bien les piquer, les Africains, mais ils ne veulent pas se faire piquer. C'est pour ça que vous écrivez un de vos articles, Omicron, rentrée dangereuse, la logique actuelle de vaccination? Oui. Pourquoi Omicron? Omicron, je ne suis pas encore une fois médecin, ce n'est pas mon boulot. Mais j'ai lu des médecins, je crois reconnus, notamment un Marseillais, et tous les médecins qui s'empêchent sur Omicron voient l'objet d'une mutation assez curieuse. Il aurait continué à muter et serait devenu, paraît-il, beaucoup plus, contaminant sans être peut-être dangereux. Je pense que Omicron va remettre les pendules à plat, contaminer les vaccinés contre les non-vaccinés, prouvant une fois de plus que cette espèce de bidouillage, c'est pas un vaccin, mais peut-être faut-il espérer que c'est par lui que passera l'immunité naturelle. Parce que ce qu'il y a d'étrange à toutes les époques de l'histoire, je pensais notamment encore une fois à la Pologne, ce qui s'est passé en Pologne dans les années 30, et lorsque ensuite les nazis ont envahi la Pologne, il y a une chose que les scientistes ne veulent pas, c'est l'immunité naturelle. L'immunité issue de la contamination. Contamination accompagnée de soins précoces, rendant la maladie fort peu létale.
Et si on regarde un de vos autres articles, vous avez parlé du prochain conseil de défense en disant qu'on va demander de marcher à quatre pattes. Oui, c'était de l'humour. C'était de l'humour, mais en fait, tous vos titres ont beaucoup d'humour dedans. Combien de fois avez-vous été l'objet d'attaques de fact-checkers ? Ah, ça commence à venir. Je me suis fait virer, insulter d'un réseau sur lequel j'avais beaucoup de monde. Facebook, j'ai fait des allées-venues. Ce qu'ils me reprochent, c'est de ne pas être dans mon domaine direct de conséquence. Mais je ne suis pas médecin, je ne revendique pas d'être médecin. Mais vous vous entourez de médecins pour faire vos analyses. J'ai tout de même quelques bons conseils. Et lorsque il m'arrive d'aborder une question scientifique, c'est à partir d'études scientifiques. Et vous faites relire vos articles par des médecins? Non, pas forcément. Non, mais, vous savez, dans mon blog, si je me trompe ou si j'exagère, j'ai des médecins qui me disent « Oula !» et je corrige tout de suite. J'ai un professeur de médecine bien connu qui me lit régulièrement et qui me... Voilà. Bon, j'essaie de ne pas commettre d'erreurs. D'ailleurs, je voudrais bien qu'on me trouve une seule erreur. Ce que j'ai pu mettre. Hein. Mais les fact-checkers vous suivent à la culotte quand même. Je sais pas. Je n'ai pas suivi. Moi, je n'y suis pas parce que, si vous voulez, une des dérives de notre époque, me semble-t-il, c'est lorsque certains s'arrogent la vérité et se disent, on le voit très bien dans les émissions de télévision ou dans la presse, il y a effectivement ceux qui disent c'est la vérité, mais c'est horrible. C'est la Sainte Inquisition au XVIe siècle. C'est la censure de la pire époque dans les années 30 et suivantes. La vérité, il faut le rappeler, c'est que la médecine n'est pas une science dure. C'est pas la physique, c'est pas les maths. Même si les mathématiciens à l'Institut Pasteur ont placé les médecins. Et j'ai beaucoup plus confiance en l'observation du vrai scientifique ou du médecin de terrain, qui reconnaît, regardez Raoult ou Perron, qu'ils ont pu se tromper. Mais oser, comme on l'a fait récemment, un journaliste qui ose interrompre un scientifique de talent, reconnu en lui disant « Ah là, vous devenez complotiste ». Mais qu'est-ce que c'est ? C'est la Sainte Inquisition. Et je pense que dans cette évolution, la société est en train de connaître, de pencher vers de bien mauvais travers qui vont, contrairement à ce que certains croient, bouleverser, j'en suis convaincu, le paysage politique, par exemple, et le paysage médiatique. Aujourd'hui, donc, Patrice, vous êtes retraité. Quelle est votre motivation pour faire tout ça ? C'est pour vos petits-enfants ? Oui, parce que j'ai une certaine conception de l'humanisme, une certaine conception de la vie publique. Si je me suis trompé, si on peut me trouver une corrélation, encore une fois, entre le taux de vaccination et le recul de l'épidémie, je reconnaîtrai que je me suis trompé, modestement. Mais, désolé, on ne peut pas. Si quelqu'un peut me prouver que les traitements précoces ne sont pas efficaces, je m'excuserai. Seulement, il faut bien reconnaître une chose. C'est que nous sommes confrontés à une maladie nouvelle et peu létale. Le taux de létalité, à peu près, est estimé à 0,5%. Vous imaginez comment serait-il possible de faire, avec un tel taux de létalité, des études sérieuses, randomisées en double aveugle ? C'est pas possible, il faudrait des dizaines de milliers de personnes. Mais les Anglais ont bien fait une étude en recovery. Ne plaisantez pas avec recovery, parce que pour l'hydroxychloroquine, je suis pas totalement idiot. J'ai regardé comment ils avaient fait. Ils avaient dans recovery mis 4 fois la dose dite normale d'hydroxychloroquine. Ils ont empoisonné. Alors, moi j'ai regardé aussi Pfizer, les études de Pfizer, parce que je n'ai pas besoin d'être médecin pour regarder les études de Pfizer, je regarde les statistiques. Et je me suis rendu compte, ça a été avoué par la suite, que c'était pas possible, ils n'avaient pas fait faire une étude sur 6 mois. Ça a été reconnu, hein. Ils ont avoué, au mois de novembre, Pfizer, que leur étude portait sur 2 mois, à peu près. Ensuite, quand on regarde l'ensemble des personnes, j'ai étudié 40 000 personnes. 40 000 personnes dans le groupe placebo et 40 000 dans l'autre. C'est beaucoup et c'est très peu compte tenu du taux de létalité. Et au terme de cette étude, ils sont arrivés à quoi ? On le sait maintenant, mais les médias n'en ont pas parlé. À ce que du côté, toutes causes confondues, des vaccinés, le nez, 21 morts. 21 morts en, disait-il, 6 mois, j'aurais dit c'est pas possible, bon, en 2 mois c'est possible.
Du côté des non-vaccinés, toutes causes confondues, 17 morts. Voilà une donnée concrète, vérifiable, parue dans le Lancet, montrant, il faut bien le dire, que l'essai Pfizer tel qu'il a été présenté ne prouve pas l'efficacité des vaccins. Les fameux 95 ou 15%. Mais c'est une donnée objective que tout le monde peut constater. Alors ensuite, on m'a sorti d'autres études sur 1,5 million d'Israéliens. Je les ai vues, ces études sur 1,5 million d'Israéliens. Et n'importe qui, les regardant, constatera d'abord qu'il y a un problème avec la démographie israélienne, c'est pas possible, il y a des biais majeurs, et il faut le reconnaître, ce que l'on appelle, et c'est important, des biais saisonniers. Ce sont les mêmes qui ont été étudiés comme non-vaccinés et comme vaccinés. Les non-vaccinés, on les a étudiés massivement pendant la période d'hiver de pandémie. Il y a pas mal qui étaient malades. Et les non-vaccinés ont été majoritairement étudiés lorsque la pandémie était terminée. Ce biais saisonnier fausse l'étude. C'est vrai que j'ai des études, je n'ai pas besoin d'être médecin pour remarquer qu'il y avait des problèmes. J'en viens aux études de l'adresse, qui en sont amusantes. Effectivement, j'avais souligné qu'ils cachaient des morts. Oui, 1200. Ça, c'était début du mois d'août. Oui, c'était début du mois d'août. Alors, ils ont reconnu à 2 reprises qu'effectivement, ils avaient sous-évalué. Et puis maintenant, ils les ressortent. Mais ce qui est intéressant, et je rendrai hommage à quelqu'un qui s'appelle Marconus, qui a trouvé, c'est qu'il a, à partir de ces chiffres, même biaisés, on part de ce qu'on sait. 100 contaminés vaccinés, comparé à 100 contaminés non vaccinés. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ça, c'est observable. Sur 100 contaminés vaccinés, le risque d'être hospitalisé, le risque d'aller aux soins intensifs et en urgence et le risque de décéder sur ces 100 contaminés vaccinés est le même que pour 100 contaminés non vaccinés. C'est une preuve, ce sont des chiffres, moi, je n'ai pas besoin de... Ça, c'est une preuve que vous avancez aujourd'hui, qui devrait être regardée et analysée de manière objective. C'est l'adresse, c'est les chiffres du ministère. Alors, eux, ils donnent pas ça, ils prennent les mêmes chiffres et ils les triturent en donnant, à partir des données, pour 10 millions d'habitants. C'est le vice absolu. Quand vous avez des catégories d'âge dans lesquelles il y a 50 000 personnes, donnez les cas par 10 millions d'habitants quand vous avez un malheureux contaminé sur 40 000, vous imaginez, ça fait exploser les chiffres. Donc l'analyse de cet individu sur Twitter est basée sur une analyse de cohorte, et ce que vous êtes en train de dire, c'est que dès lors qu'on regarde de manière globale, ou d'un point de vue agrégé ou macro, il y a des erreurs qui viennent se gréver. Oui, et je répète, on doit avoir une démarche qui est peut-être celle des sciences humaines. C'est-à-dire considérer qu'à partir de certaines données statistiques, notamment de très faibles effectifs, les statistiques ne sont pas significatives. Donner des statistiques sur 10 millions de non-vaccinés quand il y en a 50 000, dans certaines catégories d'âge, c'est débile. Donc il faudrait un peu de modestie. Un peu de modestie lorsque l'on donne ces statistiques, et c'est pour cela, je crois, que les méthodes des sciences humaines, qui consistent à regarder, je le disais tout à l'heure, les statistiques de l'INSEE, par exemple, les statistiques de mortalité, de surmortalité, que les statistiques globales par pays comparables sont plus pertinentes que cette science qui veut travailler sur des études randomisées, etc., qui ne sont pas adaptées au taux de létalité. La meilleure des preuves, c'est lorsqu'ils veulent étudier le remdesivir ou le molnupiravir, alors ils font des études randomisées qu'ils arrêtent immédiatement et sur quelques centaines d'individus. Ils sont 1000 fois moins regardants que pour interdire l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine. Donc il y a une forme d'instrumentalisation des études, d'après vous? Je pense que la science telle qu'elle est enseignée et les revues scientifiques, enfin là je céderai la parole à plus compétents que moi, à certains grands spécialistes, n'est pas adaptée à ce type de pandémie.
Quand on revient, tout à l'heure, vous nous aviez dit qu'en tant qu'historien, vous pensez que la classe politique va subir les conséquences, ou qu'il va y avoir une forme de redéfinition de ce paysage. Quel serait-il, d'après vous, si on ouvre ce sujet? Si vous voulez, il m'est difficile de considérer que quelqu'un, aujourd'hui, qui justifie le pass sanitaire, qui justifie la vaccination malgré les effets secondaires des jeunes, alors qu'il n'y a aucun intérêt pour des enfants, qui veut rendre la vaccination obligatoire, soit un humaniste et un démocrate. Moi, je pense que ces individus-là sont à chasser du pouvoir. Ils ont failli, quel qu'il soit. C'est la faillite de la technocratie, quelque part? Pour poursuivre la technocratie, je crois que c'est le fait que dans le genre humain, face à des moments particuliers, je répète, la crise aujourd'hui, compte tenu du taux de létalité, n'est pas une crise sanitaire. Par contre, c'est une crise politique majeure. Est-ce que l'on veut aller vers une société à la chinoise de contrôle systématique, ou est-ce que l'on considère que ce qui est premier, ce sont les droits de l'homme, c'est la liberté? Quand on regarde un rapport du Sénat qui date du mois de juin, où l'on voit 3 sénateurs, plutôt centristes modérés, en arriver à dire que quand les dictatures limitent le nombre de morts et quand les démocraties se contentent de les compter, il vaut mieux la dictature. Mais qu'est-ce que c'est? C'est horrible! Ces gens-là, croyez-moi, ils n'auraient pas été parmi les quelques 80 qui ont refusé le plein pouvoir à Pétain. Si vous voulez, je crois que la lâcheté, l'incompétence de certains les a fait basculer, comme l'on disait jadis ou pas, du côté sombre de la force. Vous avez été professeur d'histoire dans quelques années. Si jamais on vous demandait d'écrire l'histoire de cette pandémie et de l'enseigner à certains jeunes, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne? Peut-être que ça sera la dernière question, parce que c'est pour ouvrir un petit peu sur l'avenir. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne? Et surtout, quelles leçons voudriez-vous qu'on apprenne? Ce sont les historiens de demain, s'il y en a, qui feront ce travail, parce que vous savez, le virage de la société actuelle me pose de gros problèmes. Je pense que les matières les plus menacées, c'est l'histoire et c'est la philosophie. Tout simplement parce que nous sommes là, les philosophes aussi, pour mettre le doigt sur ce qui peut contrarier. Donc si demain il y a des historiens fidèles à leur métier, je crois qu'ils observeront, en regardant l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire d'une grande peur, comme l'humanité en a connu, d'une grande peur liée sans doute à la méconnaissance ou à la méconnaissance ou aux tentations totalitaires liées aux nouvelles technologies. Il faudra s'interroger sans doute un jour. Bill Gates a inventé les Microsoft, enfin les logiciels à télécharger. J'ai parfois l'impression que nous allons dans un monde où il faudra aussi télécharger le logiciel vaccinal régulièrement, plusieurs fois par an. Et ça m'effraie. Je pense que s'il y a des historiens demain, ils ne retiendront pas la crise sanitaire, parce que, ma foi, la crise sanitaire, bien sûr, le virus tue, mais il tuerait bien moins si l'on soignait. La crise sanitaire, les secondaires, mais ils retiendront la crise politique et la crise médiatique. Et je tiens à souligner le travail que vous faites. Vous êtes un peu le mouton noir, vous et quelques autres. Je regarde, il y a une ruche, donc il y a des journalistes dans votre équipe. Or, il est bon ton de dire que François, c'est pas de journaliste. Si, vous faites le boulot, vous faites un travail digne de ce titre qui a été créé dans la Résistance. Et c'est très bien, alors qu'avec un certain effroi, je vois d'autres titres hérités de la Résistance, qui ont sombré au rang, qui en sont au rang de « Je suis partout ». Écoutez, Patrice Giberti, merci beaucoup pour ces gentils mots sur, on va dire, la rédaction de François. Je suis sûr que toute l'équipe sera ravie de les entendre et de les écouter. Merci aussi d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui dans notre studio pour répondre à cet entretien essentiel et faire un petit peu un panorama en prenant en considération votre expertise, qui n'est pas d'être médecin, et vous le dites de manière très claire.
et surtout de nous avoir ouvert un petit peu les perspectives d'un autre point de vue sur l'histoire, sur la géographie, sur la manière dont vous avez abordé vos analyses. On espère que vous continuerez à nous informer de manière alternative, iconoclaste, avec des titres qui animent, on va dire, la twittosphère et puis les autres individus du haut de vos nombreuses années. Et on vous souhaite une excellente santé. Bonne fin d'année. Merci.